C'était juin 2018, je pense. Ouais, t'as deux gars cagoulés, casqués, à côté de la Défense, qui débarquent, prendre la caisse. Et donc ils font sortir tout le monde sauf moi. J'ai pris un petit coup de crosse quand même en parallèle. Deuxième chose, avoir un vrai projet de parcours, de filière. Pourquoi tu fais ce master-là en fait? Faut pas le faire que parce que c'est l'école polytechnique. Vraiment. Et j'ai pas mal de copains qui ont fait des grandes écoles, EM Lyon et autres, qui aujourd'hui ont du mal à trouver un job, tu vois. Donc il faut aussi savoir pourquoi on fait ce master-là et avoir un vrai projet professionnel derrière. Et ça, c'est des questions que les gens du master vont te demander souvent, quel que soit le master d'ailleurs. Mais toi, j'ai pas l'impression que le fait d'avoir fait Polytechnique, plus que pharmacie par exemple, j'ai l'impression que peut-être pharmacien a été déjà plus significatif pour moi que d'avoir fait Polytechnique. Alors que dans ma tête, tu vois, je me suis dit, faire Polytechnique, tout le monde va me tomber dessus, les postes vont s'ouvrir comme des fleurs et je vais trouver un travail en 2-2. Pas du tout. Parce que c'était en 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait une pénurie énorme de médicaments au Liban. Moi, mes parents, du coup, sont libanais, moi je suis d'origine libanaise. Et en quelques jours, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un truc tout bête qui était, voilà, faire un formulaire. On allait mettre en relation des gens qui voyagent entre Paris et le Liban, des gens qui font des dons pour financer des médicaments et des gens au Liban qui envoient des ordonnances avec des médicaments. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir se dire on va pouvoir adresser un patient sur une pathologie donnée qui a un vrai besoin. Des médicaments vraiment importants pour des pathologies chroniques aussi, qui n'étaient plus au Liban, qui n'étaient plus accessibles. On a dû traiter presque 25 000 ordonnances. Soit les gens pouvaient payer, donc ils payaient leurs médicaments au prix français. On a de la chance, le prix du médicament français est quand même plus faible. Et la deuxième chance qu'on avait aussi, c'est que les pharmacies acceptent les ordonnances étrangères. Donc on a quand même ces deux leviers-là qui ont fait que la France était un bon moyen pour envoyer quelques médicaments au Liban. Bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Vous êtes étudiant en pharmacie industrielle, en médecine, en biologie ou même en école de commerce et vous visez une carrière dans le secteur de la santé, ce podcast est fait pour vous. Je suis Mohamed Bahadjem et avec mon collègue Vincent Béjou, nous mettons à profit notre réseau pour vous offrir des conversations exclusives avec des leaders et des experts de l'industrie pharmaceutique. Chaque épisode est une opportunité d'explorer les coulisses de ce secteur, d'en apprendre plus sur les métiers qui vous passionnent et de vous inspirer pour votre propre parcours professionnel. Si vous êtes prêt à découvrir ce que l'avenir de la santé vous réserve, vous êtes à bon endroit. Je suis Vincent Béjou, étudiant en pharmacie, et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un entrepreneur qui ne cesse de repousser ses limites dans le domaine de la santé et de l'innovation. Pharmacien de formation, Mario est à l'origine de plusieurs projets remarquables, comme DigiCare School, une plateforme dédiée à la formation en ligne, et les projets tels que Meds for Lebanon et Steto, tous deux créés avec l'ambition d'apporter de véritables solutions dans le monde de la santé. Avec une détermination hors du commun, Mario transforme ses idées en réalité, tout en naviguant entre la création d'entreprise et des défis globaux humains. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de son parcours, mais également comprendre d'où vient cette envie incessante d'entreprendre. Et surtout, quelles leçons en tire-t-il pour ceux qui souhaiteraient donc suivre une voie assez similaire à celle de Mario. Alors si vous êtes passionné par l'entrepreneuriat, curieux de comprendre comment on lance des projets qui marquent et qui font la différence, ou simplement à la recherche d'inspiration, vous êtes au bon endroit. Alors accrochez-vous parce qu'on est parti pour une conversation pleine d'énergie et de découverte. Mario, bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Alors tout d'abord, est-ce que tu vas bien? Super, très bien. Ravi de faire cette interview avec toi. On est ravis également de t'avoir aujourd'hui. Alors, une question assez commune que j'aime beaucoup poser aux invités du podcast. Si tu étais en soirée et que tu découvrais une personne, comment te décrirais-tu à une personne qui ne te connaît pas encore, de façon globale? Bonne question. C'est vrai que moi, j'aime pas trop en soirée dire tu fais quoi dans la vie, etc. Donc souvent, c'est de partir sur des sujets de t'as grandi où, qu'est-ce que t'aimes comme passion, etc. Mais c'est une très bonne question. Je pense que moi, je me décrirais comme quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui a une grosse passion pour la liberté, pour les projets. Je pense que c'est de manière générale les projets hors travail même, c'est un truc qui me passionne beaucoup. Et après, si je devais me décrire sur le milieu du travail, je suis pharmacien de formation. Je suis très fier d'être pharmacien et de garder aussi une pratique en pharmacie de ville. Et j'ai monté du coup une agence de communication qui s'appelle Steto et qui vend des prestations de communication et d'innovation pour des industries de santé, globalement. D'accord, je te remercie pour cette réponse. En termes également de valeurs, est-ce que tu aurais peut-être une valeur qui te guide, qui te drive dans ta vie de tous les jours? Ouais, très bonne question. Je te disais, personnellement, ce serait l'indépendance et la liberté. J'y attache beaucoup de valeurs, de pouvoir faire les choix qu'on a envie de faire et de pas être dépendant d'autres personnes ou du regard des autres. Je trouve que c'est assez important. Et après, ouais, pouvoir suivre ses projets et se sentir globalement libre de ses actes et que ça passe par l'entrepreneuriat ou que ça passe par d'autres sujets comme les voyages, comme le sport parfois aussi. Tu vois, je suis un passionné de rando et de vélo. Et donc pouvoir repousser un peu ses limites et avoir le temps de le faire aussi, tu vois. Se donner le temps de faire les choses et de profiter maintenant et pas trop repousser et attendre demain, on va dire. Et cette notion de toujours avoir de la liberté, vouloir être libre, elle vient d'où? C'est quoi la genèse de
de cette liberté, de cette envie de liberté plutôt, pardon? À la base, je pense que ça venait plus du fait de vouloir monter des projets et donc se sentir libre, tu vois, de se dire j'ai une idée dans ma tête et je peux la matérialiser un peu comme je veux, comme je l'entends et que ça se développe en projet concret. Et j'adore moi ce côté de passer un peu d'une idée à un projet concret. Et puis c'est venu aussi un peu avec l'aspect entrepreneurial qui vient de ma famille, je pense beaucoup de mes parents qui étaient tous les deux entrepreneurs et qui m'ont un peu inculqué ce fait de voilà pouvoir gérer son emploi du temps, gérer les projets qu'on a envie de mener et puis du coup derrière pouvoir aussi gérer son temps perso de manière un peu plus fluide, on va dire. Donc ouais. D'accord, donc tu t'es inspiré aussi un peu du parcours familial de tes parents, et en plus, enfin, depuis tout petit, tu as cette envie d'entreprendre, de créer. Depuis tout petit, je sais pas, je m'en souviendrai peut-être pas, mais c'est vrai que moi je pense que l'éducation ça a dû jouer un petit peu. Quand j'étais, tu vois, j'avais 14-15 ans, j'avais lancé un service d'animation d'anniversaire. Donc rien à voir, mais je m'étais dit, bah en fait, au lieu de faire du babysitting, je vais faire un truc un peu plus développé. Donc tu vois, j'avais un réseau de clients, j'avais dû faire des annonces dans les journaux, j'avais des clients qui revenaient d'une année à l'autre. Donc j'avais un peu développé ce petit truc-là, qui gagnait un peu mieux d'ailleurs que babysitting. Tu vois, j'étais à 100 euros les 2h30. Donc pour moi, ça me paraissait énorme à cet âge-là. Et donc ça a commencé comme ça et ça s'est ouais, pas trop arrêté. À la base, je voulais, tu vois, faire de la médecine libérale, donc je me suis dit, j'aurais un cabinet de ville et du coup, je serais libre et tout ce que tu veux. Après, on se rend vite compte aussi que quand tu entreprends, t'es plutôt esclave de toi-même, au final. T'es pas libre à 100%, on en reparlera sûrement. Mais c'est vrai que je préfère être esclave de moi-même et pouvoir gérer mes projets à ma manière, plutôt que du coup, travailler pour d'autres personnes et dépendant d'autres personnes, comme si j'étais salarié, par exemple. Voilà. D'accord. Et de ton côté, pour parler un peu de ton parcours scolaire aussi, j'ai fait quelques recherches, tu as un parcours, un profil assez atypique. Est-ce que tu pourrais peut-être nous mettre en avant le type d'élève que tu étais et de façon chronologique, nous raconter un peu comment tu es arrivé au Mario que tu es aujourd'hui, la version que Ouais, tu es. très bonne question. C'est un peu, ouais, ça remonte loin. Bah, du coup, parcours scolaire, si tu veux, j'avais des facilités au tout début, donc plutôt au primaire. J'ai sauté 2 classes, donc j'avais 2 ans d'avance. Donc ça s'est fait assez facilement, je pense, jusqu'en sixième. Et du coup, j'avais jamais appris à travailler parce que j'avais pas mal de facilités. Ce qui fait que tout le collège et tout le lycée, j'étais un très mauvais élève qui ne travaillait pas et qui, du coup, les facilités ne suffisaient plus à avoir des bonnes notes. Donc même, je pense, à partir de la quatrième, j'étais déjà devenu un peu un pas très bon élève. J'ai jamais redoublé, donc j'ai quand même réussi à passer. Tu vois, j'ai réussi à me donner un peu des coups de motivation quand il fallait. Et les 2 gros enjeux que j'avais, c'était avoir la terminale, enfin avoir la filière S à l'époque, donc scientifique. Donc c'était en seconde où ça devenait un peu compliqué. J'ai dû rattraper un peu mon retard pour avoir la filière scientifique. Et deuxième enjeu, c'était, je savais que je voulais médecine depuis très longtemps. Et donc du coup, en tout cas le concours de PACES maintenant, mais je voulais faire ce concours-là et je savais du coup qu'il fallait que je puisse m'inscrire au concours. Et donc il fallait mon bac où on n'avait pas besoin de dossier particulier. Donc c'était un peu les 2 gros enjeux que j'avais. Et donc voilà, j'ai eu mon bac de manière assez moyenne avec 10. Et après, donc PACES, première année de PACES, j'apprends à travailler. Donc, parce que je savais pas travailler, donc j'avais aucune méthode de travail. Je rate évidemment du coup quasi toutes les filières. Deuxième année, j'obtiens pharma. Un peu déçu sur le coup parce que je me suis dit, bah, c'est pas ce que je voulais, mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est déjà pas mal parce que je partais un peu de loin en termes de méthode de travail. Et en arrivant en pharma, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et ça s'est un peu décanté au fur et à mesure. J'avais pas trouvé encore ce côté, tu vois, entrepreneuriat libéral, comment on pouvait le développer en pharma. Certes, avait potentiellement racheter une pharmacie ou faire ce genre de choses, mais c'est vrai que j'étais pas sûr de vouloir faire de l'officine. Anecdote, j'ai fait mon stage de troisième dans une officine, donc Ah, au collège, et je me suis dit je ne ferai jamais ça de ma vie parce que passer 6 ans à prendre tous les médicaments de la terre, ça ne sert à rien. Donc je m'étais dit que je ne ferais pas ça, et puis 8 ans plus tard, je suis retourné faire mon stage de troisième ou quatrième année de pharma dans cette pharmacie-là. Mais du coup, ouais, j'ai mis un peu de temps à trouver ce que je voulais faire au niveau entrepreneuriat en pharmacie. Ça s'est trouvé assez vite au final. Hein, voilà, de la partie entrepreneuriale, je l'ai trouvé quand même assez vite. C'est notamment via les associations que j'ai pu faire et créer ou rejoindre qui m'ont donné aussi un peu goût et qui m'ont guidé un peu sur ce côté pharmacie, innovation, entrepreneuriat. Et c'est ce qui m'a amené aussi, ces rencontres-là, on pourra en reparler, qui m'ont amené aussi du coup à faire mon master à l'école polytechnique. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire des masters dans des écoles comme ça. Et donc j'ai fait ma dernière année à l'école polytechnique. Je pense que j'étais celui qui avait la pire note au bac de maths, mais voilà, j'y suis retrouvé. et à l'initiale, donc quand tu es rentré en pharmacie, déjà je te remercie pour ton honnêteté, c'est agréable. Donc quand tu es rentré en pharmacie, tu t'es pas dit directement, moi Mario, je me tourne vers l'industrie et je vais faire que ça, je veux que ça. Tu t'es laissé peut-être la possibilité donc d'être ouvert sur l'officine pour peut-être être titulaire un jour, peut-être l'internat aussi, ou l'industrie c'était dans un coin de ta tête?
L'industrie, c'était une grosse partie de ma pensée parce qu'effectivement, déjà, c'était ce vers quoi on me disait d'aller. Moi, j'étais à Châtenay-Malabry, donc c'était la fac industrie de France. Donc moi, on me promettait des salaires, des postes à haute responsabilité, voilà, une belle carrière, etc. Je me disais, bon, bah, pourquoi pas, ça a l'air d'être intéressant. Je me rappelle aussi que j'essayais quand même de, tu vois, m'intéresser à la phytothérapie, essayer de comprendre un peu vraiment le sens des choses au niveau du médicament, de la médecine, par les plantes, par les molécules. Donc je me disais, voilà, être un bon pharmacien, ça passe par là aussi. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'en fait, on apprend plein de choses, et donc du coup, tu te perds un peu dans tout ça. Mais donc non, il y avait tous ces sujets-là. L'officine, ça a été un sujet aussi, et ça l'est toujours. Tu vois, je travaille toujours en officine, et ça me plaît toujours beaucoup. Donc ça peut être un sujet aussi. L'internat, je connaissais beaucoup moins. Mais là, je me rends compte qu'il y a des super filières en biologie médicale, par exemple, on peut faire des trucs de fou sur la fertilité, etc. J'ai des copains qui bossent là-dedans, et ça a l'air incroyable. Donc non, tous les sujets étaient sur la table. Il y a un sujet quand même qui est l'officine que j'ai évincé assez vite parce que je me suis dit, en fait, en deuxième année, je me suis fait braquer. Donc juste en commençant les études de pharma, un été. Donc mon premier été en pharmacie. Donc je me suis fait braquer à la pharmacie. Je me suis dit, bon, c'est une bonne raison pour choisir la filière industrie. Parce que ma titulaire à l'époque me poussait à fond pour faire de l'officine. Et je me disais, bon, pourquoi pas. Et là, je me suis dit, bon, fais de l'industrie. Au pire, tu peux encore faire de l'officine comme ce que je fais maintenant, tu vois. Je suis industriel, mais pourtant je suis en officine. Je peux faire les deux. Et donc, du coup, voilà. Donc tu as connu un braquage en deuxième année, enfin en parallèle de ta deuxième année de pharmacie. Et tu étais Ouais, c'est présent? ça, c'était juin 2018, je pense. Ouais, t'as deux gars cagoulés, casqués, à côté de la défense, qui débarquent prendre la caisse. Et donc ils font sortir tout le monde sauf moi. J'ai pris un petit coup de crosse quand même en parallèle, mais pas traumatisé. C'est une anecdote que j'aime bien raconter là-dessus. Voilà. Quelle expérience, quelle expérience. Ouais, Et donc ensuite tu t'es tourné donc après, enfin t'as eu cette expérience, tu t'es dit que enfin l'officine c'était pas forcément fait pour toi, bah, de par ce que t'as pu vivre en officine et aussi peut-être tes projections, je sais pas, c'est quoi ce qui te plaisait peut-être pas en officine, le fait de pas être titulaire tout de suite ou cette routine peut-être également? ouais, je pense qu'intellectuellement, l'officine, si t'es pas titulaire, ça peut être vite ennuyant. Après, je pense que ça dépend vraiment de comment t'appréhendes les choses, etc. Je sais que moi, ça m'aurait pas plu sur le long terme. Après, c'était vraiment une option. J'ai toujours travaillé en officine. Et ce que j'admire aussi chez les pharmaciens, c'est qu'on a cette capacité à pouvoir, tu vois, travailler en officine où on veut, quasiment quand on veut. Et tu vas prendre des risques, par exemple, en entreprenant, bah, te dire, j'ai quand même la pharmacie à côté, 1, 2, 3 jours par mois, je meurs pas de faim. T'as 22 000 pharmacies en France. Donc tu vois, j'ai jamais quitté vraiment l'officine, hein. Ça fait vraiment depuis ma deuxième année que j'y suis. À 2 jours par mois, ça reste plus accessible et enfin, moins ennuyant. Tu vois, moi, je fais le dimanche, je suis dans le 9e, donc j'ai pas mal d'acteurs, de gens du ciné, des touristes. Donc, tu vois, c'est une population qui est assez spécifique. Quand tu es en 35 heures ou avec des gens qui peuvent être parfois pas très sympas avec les pros de santé ou des gros problèmes ou les ruptures à répétition, je peux comprendre aussi que ce soit pas toujours évident en officine. Donc, c'est quand même pas la même pratique. Donc, mais non, tu vois, au final, j'ai jamais quitté l'officine et ça reste un métier que j'adore. Et si je l'avais fait à temps plein, je pense que je l'aurais fait plutôt soit mixé avec une activité de freelance. Tu vois, je fais 3 jours par semaine à la pharmacie pour bloquer une rémunération et puis tu fais des trucs qui t'intéressent plus intellectuellement, une passion, de l'art, du freelance, du sport. Et je trouve que c'est trop cool de pouvoir mixer les deux. Mais Ce qui est bien avec ton parcours, c'est que tu arrives à mixer les deux. J'ai ouais, l'impression, enfin avec mes recherches encore une fois, hein, elles ouais. sont ce qu'elles sont, que tu as réussi à garder ce pied avec l'officine, mais également le mixer avec bah, l'industrie pharmaceutique de par tes expériences entrepreneuriales. Et je trouve ça intéressant de d'avoir ces deux bases, tu vois, de la pharmacie, parce que bah, t'englobes et tu adoptes une vision qui est extrêmement intéressante, je trouve, à ce Ouais, niveau-là. complètement. Complètement. Je trouve que c'est vraiment ça aide beaucoup d'être professionnel de santé, d'être pharmacien, surtout dans l'industrie. Tu vois, moi j'ai été commercial dans les hôpitaux, ben, en fait leur dire que t'es un peu comme eux, techniquement ça aide. Et après je trouve que c'est intéressant de se dire je suis comme eux, mais pas que parce que je suis pharmacien industriel, mais j'ai vraiment une pratique officinale, je vois des patients, je vois un peu le parcours. Évidemment, je le vois pas à temps plein et je l'ai pas vu à l'hôpital très longtemps, mais j'ai pu comprendre un peu ce qui se passait, vraie légitimité. Et c'est important de le garder au maximum. Donc mes recherches ne sont peut-être pas parfaites, c'est fort Dis-moi. possible. Donc tu as fait pharma indus, enfin en Ouais, quatrième année tu as choisi le choix de l'industrie et exactement. maintenant encore tu as la possibilité de travailler en officine donc Ouais, exactement. tu as J'ai gardé jamais cette arrêté voie. de travailler parce que tu sais, quand on est étudiant industriel ou pas, on peut travailler en officine. Et post-diplôme, j'ai continué parce qu'en fait, les pharmaciens sont en recherche et que tant que tu as ta pratique officinale qui est là, moi j'ai pu m'inscrire à l'ordre des pharmaciens, etc. sans problème. En tant que pharmacien industriel. Ce qui fait aussi que j'ai pas choisi officine, c'est qu'en fait, le passage de l'officine vers l'industrie est quand même plus compliqué
que l'inverse, tu vois. D'accord, intéressant. Et donc ensuite, en quatrième année, tu as opté pour la voie de l'industrie, tu as pris cette spécialisation. Peux-tu nous parler de ce qui s'est passé après ce choix? Vers quoi tu t'es dirigé? Je t'écoute. Bah, c'est une bonne question, je m'en souviens pas très très bien. Je sais que bah, du coup j'étais en filière industrie. Moi j'avais mes activités, donc deux grosses activités, une plutôt entrepreneuriale. Donc j'avais une association qui s'appelle Starting Cycle dont j'étais président, où on organisait du coup pas mal d'événements sur l'entrepreneuriat pour les étudiants, pour les pros de santé. Donc j'avais beaucoup ces deux enjeux-là côté entrepreneuriat, mais c'était pas forcément du coup un avenir professionnel pour moi. Mais je voulais un peu réussir à l'intégrer là-dedans. Et j'avais aussi le dilemme de me dire, bah en fait j'ai envie de travailler dans l'industrie parce que je suis pharmacien industriel et que c'est important. Je pense que là ouais, en me rappelant un peu, je pense que j'avais trouvé un peu le levier de l'innovation, l'entrepreneuriat au niveau des labos. Ça a été le sujet de ma thèse d'ailleurs, c'est les partenariats start-up labo, la pharmacie industrielle. Et donc du coup je pense que j'avais ouais, c'était un peu ça, j'avais très envie de travailler dans les directions d'innovation des labos. Tu vois, faire du sourcing de start-up, faire des partenariats entre du digital, enfin des start-up digitales et des labos pharma, et créer un peu des ponts entre ces deux milieux-là. Ce que j'ai très peu fait au final, j'ai fait un stage et une alternance là-dedans, puis après je suis passé en start-up. Et ensuite, donc tu as dû faire un choix de master. Comment est-ce que ça se fait et comment déjà est-ce que tu as eu comment dire connaissance de ce master Polytechnique et comment est-ce que tu as intégré Polytechnique? Bah, j'ai eu connaissance de ce master notamment par un ancien de Starting Saclay, donc mon asso, qui est passé par ce master. Il y avait deux pharmaciens qui étaient passés avant moi dans ce master-là, de Châtenay du coup. Donc j'ai eu connaissance de ce master-là. Ce que j'ai fait pour y rentrer, c'était assez simple. J'avais fait un stage à l'école polytechnique en quatrième année dans l'incubateur de l'école polytechnique. Donc je suis sorti avec pas mal d'informations sur l'école, une lettre de recommandation aussi du directeur innovation de l'entrepreneuriat de l'X, donc de l'école polytechnique, donc qui est quand même assez lié avec un master innovation à l'école polytechnique. Et donc après, tu vois, j'avais pas mal d'expérience entrepreneuriale sur le côté, pas mal de création de projets. Donc je pense que j'avais un vrai profil innovation santé qui leur a plu. Et après, en fait, eux nous matchaient beaucoup avec des entreprises qui déposaient des alternances. Tu vois, si ça matchait bien, tu vois, typiquement, moi j'ai eu la chance, c'est qu'il y a eu un projet de labo pharma qui a été déposé. Et donc, du coup, ils ont vu mon profil, ça a bien matché. Et je pense que ça a aussi beaucoup aidé à mon intégration, parce que c'est un master qui est quand même très sélectif. Je pense qu'on est à 5% d'entrée, et dont la moitié, en fait, c'est sélectif parce qu'en fait, la moitié de la promo est réservée au HEC. C'est une majeure innovation de HEC. Et donc, le master est du coup techniquement opéré par Polytechnique, HEC et Télécom. D'accord. Et si maintenant je suis étudiant en cinquième année de pharmacie Ouais. et je te dis j'aimerais intégrer ce master, quels sont pour toi les trois conseils ou le conseil majoritaire, je vais te dire, majeur que tu donnerais à un étudiant pour intégrer ce conseil? Que faut-il faire peut-être avant, tu sais, et si tu as l'instant T devant le fait de vouloir postuler, que faire pour avoir ce master? Ouais, je pense qu'il y a un premier truc déjà, c'est que les gens ne savent pas que ça existe. En Ouais. fait, il y a beaucoup de facs où déjà les étudiants sont pas sensibilisés à tout ce qui existe comme master en industrie. Nous, on l'est pas mal à Châtenay, mais même pas tant que ça. Moi, je l'ai été parce que j'étais à Starting Saclay, donc je t'ai dit, j'ai rencontré des anciens qui avaient fait ce master. Et en fait, l'asso fédérait des écoles comme HEC, comme Polytechnique, comme Centrale et la fac de pharma. Donc on était un peu tous, on avait des potes de partout. Et donc du coup, j'avais plein de masters que personne connaissait, que mes potes avaient fait. Mais après, en termes de conseils, je dirais parler avec des anciens du master. Tu vois, typiquement, il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire ce master-là qui m'ont contacté sur LinkedIn. Donc, parler un peu avec des anciens pour prendre des conseils, avoir des retours sur la lettre de motivation, sur le CV. Deuxième chose, avoir un vrai projet aussi de parcours, de filière. Pourquoi tu fais ce master-là, en fait? Faut pas le faire que parce que c'est l'école polytechnique. Tu vois, moi, je considère vraiment que ça m'a pas ouvert plus de portes que ça. C'est peut-être un peu, on va peut-être me tomber dessus si je dis ça, mais toi, j'ai pas l'impression que le fait d'avoir fait polytechnique, plus que pharmacie, par exemple, j'ai l'impression que peut-être pharmacien a été déjà plus significatif pour moi que d'avoir fait polytechnique. Alors que dans ma tête, tu vois, je me suis dit, je vais faire polytechnique, tout le monde va me tomber dessus, les postes vont s'ouvrir comme des fleurs, et je vais trouver un travail en 2-2. Pas du tout, vraiment. Et j'ai pas mal de copains qui ont fait des grandes écoles, EM Lyon et autres, qui aujourd'hui ont du mal à trouver un job, tu vois. Donc, c'est pas forcément, il faut aussi savoir pourquoi on fait ce master-là, et avoir un vrai projet d'entreprise, un vrai projet professionnel derrière. Donc pourquoi on le fait, quel est-ce que tu vises après, comment le master va pouvoir t'aider. Et ça, c'est des questions que les gens du master vont te demander souvent, quel que soit le master d'ailleurs. Vraiment, pourquoi tu le fais et pourquoi t'es pertinent et pourquoi c'est important pour toi. Et troisième point, je pense, c'est essayer de diversifier au maximum les expériences quand t'es pharmacien, quand t'es étudiant en pharmacie. Essayer de faire des choses un peu différentes.
faire des stages qui sortent un peu de l'ordinaire, faire des stages tout court déjà c'est déjà pas mal parce que parfois on n'en fait pas avant la 5e année. Donc ouais, c'est d'avoir un peu un CV un peu plus rempli que d'autres, par de l'associatif, par des expériences en start-up, par des expériences en labo, enfin voilà. Essayer de se sortir un petit peu du carcan des stages peut-être en labo de recherche et en officine ou en industrie en 5e année, enfin tu vois, d'avoir un parcours un peu plus atypique, lancer des choses, et ça aide aussi à différencier son profil par rapport à d'autres, tu vois, je trouve. Et peut-être, je parle juste d'un dernier point, souvent dans ces écoles-là, quand même, ce qui fait qu'on est pris aussi, tu vois, à HEC, à l'ESSEC, etc., c'est que déjà le diplôme de pharmacien leur plaît beaucoup. Donc, tu vois, être pharmacien, c'est déjà une différenciation. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup à faire des grandes écoles. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de formations dans les grandes écoles, c'est qu'ils recherchent un peu ce côté santé. Tu vois, dans d'autres filières comme la médecine, tu fais 12 ans d'études, tu fais pas, tu viens pas aller faire un master complémentaire en marketing parce qu'en fait, tu as fait 12 ans d'études, déjà c'est long, et de deux, tu vas avoir une pratique clinique. Donc au pire, tu fais des masters de recherche, tu fais des choses comme ça, mais c'est vrai que nous, on peut se diversifier dans tellement de choses, on a tellement de métiers à la fin que voilà. Donc du coup, ouais, le profil pharmacien leur plaît pas mal, je pense aussi. Alors, c'est quand même assez alléchant d'avoir un dossier. Est-ce que tu me disais que t'as pas vraiment pu en tirer davantage? Est-ce que t'as pu avoir des bénéfices quand même avoir fait ce master? Est-ce que t'as pu mettre peut-être lumière également sur ton parcours grâce à ce master et sortir un peu du lot par rapport à d'autres candidats? C'est une bonne question, je saurais pas te dire, tu vois, sur mes jobs ensuite, est-ce que je pense que ça a joué, en fait, ça donne une preuve un peu de crédibilité, de légitimité. Moi, je pense aussi, je sais pas comment mes employeurs m'ont choisi, tu vois, mais je pense que le fait que j'ai monté deux, trois assos, que j'ai monté des projets entrepreneuriaux, etc., limite doit être plus valorisé et valorisable que d'avoir fait une école. J'y ai appris des choses, j'ai aussi rencontré du monde. On parle beaucoup du réseau dans les écoles, donc le fait de rencontrer des gens et d'être dans un réseau, j'ai eu un peu ce côté-là, tu vois, où j'ai rencontré des gens qui étaient complètement différents. J'ai gardé des très bons copains, tu vois, j'étais devenu le coloc de l'un, témoin de mariage de l'autre. Enfin, tu vois, c'est des trucs trop trop cool. Donc ça, même réseau perso plus que pro, hein. J'ai pas forcément beaucoup bossé avec mes collègues de promo, de Polytechnique, mais tu vois, typiquement, là, on a trouvé nos bureaux grâce à une copine de promo. Donc, tu vois, des trucs comme ça, c'est intéressant aussi, mais en tout cas, ouais, non, je pense pas que je pense que ça affirme un peu de crédibilité sur le profil. Tu dis, bon, le gars a quand même fait, je pense, une bonne école, mais pour moi, enfin, ça veut pas forcément dire que t'es un bon profil, tu vois. Donc, je sais pas comment après les employeurs ont fait la part des choses, et tu vois, on en parlera sûrement après, mais j'ai eu Bien sûr. l'impression quand même, au final, dans mes 3 ans de vie pro, j'étais parfait sur le papier. Tu vois, le mec est entrepreneur, il a fait une bonne école et tout ce que tu veux. Mais globalement, je me rends bien compte qu'en fait, j'étais pas du tout à 100% de mes capacités, de mon épanouissement professionnel. Et que là, chez Steto, ben, je suis à 400% et ça fait que monter. Et je suis enfin, pour moi, un bon employé, mais de ma propre boîte, tu vois. Mais je l'ai pas été pendant 3 ans, alors que sur le papier. Donc là, maintenant, quand je recrute, je fais attention. Je regarde le profil, mais je me dis, bon, c'est pas parce qu'il a fait HEC que il a le profil parfait, tu vois. Faut faire vraiment, vraiment distinguer les deux, tu vois. Après, c'est comment dire, cette sensation, tu l'as plutôt a posteriori. Est-ce que tu penses pas que dans 3 ans, tu te diras plutôt, excuse-moi, j'aurais pu être encore meilleur? Chez Steto, par exemple. Ouais, par exemple, chez Steto, ouais. Non, bien sûr, moi je te parle plus du fait que bah, je sais qu'en fait au final je travaille 1000 fois mieux quand c'est moi qui gère mes projets quasi de A à Z. Après je suis pas tout seul chez Seto, je suis associé avec Meriadec, donc je suis pas tout seul, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que, et ça a été crescendo hein, au début de l'année 2024 quand on a lancé, bah tu vois j'ai progressivement pardon, monté en charge, mais c'est vrai que je me rends compte maintenant, une fois qu'on est bien installé, que j'ai jamais été aussi épanoui personnellement, professionnellement, et que j'ai jamais été aussi bon, ouais, professionnellement, tu vois. Alors que j'aurais pu être un profil parfait pour d'autres boîtes avant, mais j'ai pas réussi peut-être à leur montrer, faire assez pour montrer ça. Je pense que si, tu vois, j'ai pas été un mauvais profil, hein, mais je veux dire, c'est pas que ton CV qui va pouvoir définir ce que tu vas faire dans la boîte et les attentes qu'on a de cette personne-là et tout ça, tu vois. D'accord. Je sens cet épanouissement de ton côté et c'est plaisant. C'est Et sympa. juste pour revenir sur le master donc, que tu as fait à Ouais. Polytechnique, est-ce que tu pourrais nous dire si c'est un master qui est gratuit ou tu as eu besoin de financement pour ce master? Non, honnêtement, c'est très très cool parce que c'est un master en alternance. Je pense que c'est un des seuls à l'école polytechnique et c'est un des seuls, une des seules grandes écoles, tu vois, du coup, qui est en alternance. T'as l'ESSEC potentiellement, où tu peux trouver une alternance, mais du coup, c'est sur 2 ou 3 ans ou sur un an si tu choisis d'autres masters. Mais du coup, ce qui est très cool, c'est que ouais, j'ai pas payé. En fait, j'ai vraiment,
T'as une très bonne école, t'as une alternance, t'as une année de paye pas. Et très honnêtement, je trouve ça incroyable. Moi, j'aurais eu du mal à me dire je vais payer un master 25 000 euros. Parce que c'est le prix des masters maintenant, 25 à 30 000 euros pour des masters en grande école. Euh, Juste pour le réseau, pour tout ça, tu vois. Ça m'aurait fait un peu mal. Donc non, je trouve que c'était une très bonne affaire, si on peut appeler ça comme ça. Euh, voilà, Je suis d'accord, t'as fait une bonne affaire. voilà, c'est ça. Alors les amis, si cet épisode vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager avec quelqu'un donc de votre entourage qui pourrait se reconnaître dans le parcours de Mario ou qui aspire également à entreprendre dans le domaine de la santé. C'est un excellent moyen de soutenir son travail, son parcours, tout en nous aidant à faire grandir le podcast et à continuer à vous offrir des conversations aussi inspirantes. Alors de ton côté, Mario, alors tu as eu beaucoup d'aventures, tu as beaucoup entrepris. Alors, en parlant de tes études, tu nous disais avant que tu as cofondé donc DigiCare School. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de cette aventure, l'histoire de la boîte, tes buts initiaux et tes missions en tant que fondateur? Ouais, carrément. C'était vraiment un projet à côté, tu vois, j'appellerais même pas ça une entreprise, c'était vraiment un projet, mais l'objectif en fait, c'est que moi, j'étais passionné d'entrepreneuriat. J'étais à Starting Cycle du coup en parallèle qui m'a beaucoup formé, j'ai rencontré beaucoup de monde, je me suis fait beaucoup de réseaux, j'ai appris plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'en pharma, notamment, on n'avait pas de compétences entrepreneuriales, qu'on ne poussait pas à faire des choses sur ces sujets-là, de l'innovation, du digital, on nous apprenait rien. C'est quasi toujours le cas. Maintenant, il y a des DU qui se sont montés, tu vois, mais c'était assez, tu vois, le fait que même dans les autres facs, on n'ait pas notion de tous les masters, de tout, enfin, tu vois, on n'est pas assez ouvert, je trouve, à d'autres choses que la santé et les sciences. Donc, je me suis dit, je vais monter un programme de formation. Donc, je me dis, bah, tu vois, je vais monter 10 cours avec 10 intervenants sur 10 sujets particuliers. Tu vois, donc moi, j'avais organisé un peu le programme. J'avais dit, ouais, ces 10 sujets-là, en santé, comment on recrute, comment on vend, c'est quoi les enjeux du digital et de la tech dans la santé. Enfin, tu vois, j'avais fait mon petit planning. J'avais les 10 intervenants. Et donc, j'avais organisé la première session. C'était des intervenants qui venaient à la fac de Châtenay pour intervenir sur tous ces sujets-là auprès d'une trentaine d'étudiants, principalement des pharmaciens étudiants en pharma qui étaient venus assister à cette formation-là. Donc ça a commencé comme ça, on a fait une deuxième formation, enfin une deuxième promo, et puis après on est passé sur du digital, on est passé sur du digital. Donc on a fait une formation en ligne, un peu vidéo et texte, parce que c'était plus simple, il y avait comme ça des gens d'autres écoles, d'autres régions. Il y a eu le Covid aussi, je pense qu'il a pas mal joué. Donc voilà, c'était un peu ça l'objectif. C'était, tu vois, on a formé 200 personnes au total. L'objectif, c'était vraiment de diffuser un peu la connaissance, former les gens qui avaient envie de se former. Tu sais, on a aussi eu des entrepreneurs qui sont venus, des jeunes entrepreneurs en santé, même pas forcément de profil santé, qui sont venus assister. J'ai une pharmacienne de 40 ans une fois qui m'a dit, j'ai fait un MBA et j'ai trouvé que ta formation était quand même beaucoup plus concrète et intéressante. Ça m'a beaucoup marqué, tu vois, d'entendre ça. Elle n'était pas parfaite du tout, mais du coup, je trouvais ça intéressant. Et ce que je disais un peu sur les masters, souvent on n'apprend pas grand-chose en école de commerce, par exemple, parce que c'est beaucoup de théorie. Et là, moi, j'avais vraiment vu quels sont les aspects vraiment pratico-pratiques. Comment tu montes un projet. Donc ça veut dire comment tu trouves une problématique, comment tu trouves une idée, comment tu montes ton équipe, comment tu vends, quel statut d'entreprise tu fais, tu vois. Quand est-ce que tu fais ton statut? Ouais, par exemple, à Polytechnique, j'apprenais les théories de l'innovation en marketing, avec des exemples de boîtes dans les années 90, hyper intéressant. Mais c'est vrai que si ton but c'est d'entreprendre, et c'était pas le but du master, hein, donc c'est vraiment pas un tacle pour le master, mais si ton but c'est d'entreprendre ou d'apprendre des choses concrètes, bah, tu les apprends pas souvent en école, tu vois. Donc c'est vraiment rendre le truc le plus concret possible sur une petite formation avec un petit groupe de personnes. Ils avaient un projet tout au long de la formation aussi, tu vois, ils devaient monter un projet fictif ou non pour vraiment mettre en pratique ce qu'ils apprenaient. Donc c'était très drôle. Et le gros enjeu que j'ai eu là-dessus, c'était, je suis en 3e année de pharma, je monte une formation qui forme des gens en 2, 3, 4, 5, 6 ou des gens de 40 ans. Et à quel moment, ça on pourra, peut-être, c'était une question, tu vois, mais comment tu te donnes la légitimité et tu te mets pas de frein à faire des choses comme ça, tu vois. Parce que moi, ça a été le sujet, je me suis dit, mais en fait, j'ai aucune légitimité, donc pourquoi je le ferais? Puis en fait, je me suis rendu compte, et c'est un conseil que je donne maintenant, c'est si tu penses que t'as pas la légitimité, fais-le quand même jusqu'au jour où potentiellement quelqu'un t'arrête en te disant, mec, t'as pas la légitimité, ne le fais pas. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Globalement, au Ouais, final, jamais. tu deviens maître de ton sujet et puis personne vient t'embêter, tu vois. Donc, mais c'est un gros sujet, tu vois, quand t'es en 3e année, que tu dois aller dire à des gens de 30, 40 ans, en fait, c'est comme ça qu'on fait. Mais donc, du coup, voilà, j'avais un peu pensé pour que ce soit quand même cohérent. J'ai toujours peur qu'on me tombe dessus. Donc, je me suis dit, bon, là, au moins, on me tombera peut-être pas trop dessus. Et voilà, c'était assez cool à faire. C'est noté. Et donc, à part ce problème, enfin pas ce problème, mais cette remise en question liée à la légitimité, est-ce que
tu as eu peut-être d'autres remises en question? Est-ce que tu as pu également tirer des avantages et peut-être aussi des leçons pour tes prochaines aventures entrepreneuriales? Ouais. Autre enjeu, ça a été plus le côté faire durer la formation, parce qu'en fait, au fur et à mesure, enfin là, j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, de moins en moins. Donc tu vois, la formation s'est arrêtée là, je pense, il y a un an et demi. Et c'est vrai que j'ai essayé, tu vois, de changer un peu de manière de communiquer, trouver un peu discuter un peu avec des gens sur LinkedIn, par exemple, des étudiants, pour leur parler de tout ça. Mais donc du coup, au fur et à mesure, la formation s'est arrêtée. Donc ça, c'était quand même un enjeu, tu vois, de savoir quand est-ce que j'arrête, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter, est-ce qu'il y a vraiment plus d'intérêt. Mais en tout cas, non, ça m'a beaucoup appris. C'était un des premiers vrais projets que j'ai lancé. Ça m'a permis aussi de consolider un peu mon réseau, de faire des événements vraiment sympas avec des acteurs, tu vois, typiquement des cabinets de conseil, BPI France. On a fait des interventions chez eux sur la santé, donc c'était vraiment cool. Et des visites d'incubateurs aussi, par exemple, tu vois. Donc c'était vraiment sympa. Et je me suis rendu compte, tu vois, cette année avec Steto, qu'en fait, j'avais 2, 3, 4 anciennes personnes de DigiCare School qui sont maintenant en labo, que j'ai recroisé parce que c'était devenu mes clients. Enfin, tu vois. Et donc c'est devenu, enfin, ça m'a honnêtement, tu vois, même en termes financiers, là, j'ai signé des contrats grâce à ça. Parce qu'en fait, je suis entré par cette porte-là de recontacter des gens, ou en tout cas des gens qui m'ont recontacté, des gens avec qui j'avais, tu vois, gardé un peu de lien aussi, hein, mais c'est pas que du commercial, mais c'était vraiment, c'était drôle de me dire, en fait, tu as une formation que tu as montée il y a 4 ans, tu es encore en contact avec les gens, et en plus, potentiellement, vous travaillez ensemble, notamment sur les hackathons là qu'on a lancés. Donc, enfin voilà, on parle un peu du futur, c'est des trucs que j'ai pu retrouver un peu par la suite. Donc rien ne se perd. Est-ce que Rien ne se perd, rien ne se perd. Non, mais de toute façon, moi, ça m'a apporté énormément au niveau perso. Rien que ça, c'était déjà incroyable. Et, euh, et j'étais trop fier de me dire, j'ai monté une formation. Tu as des gens qui sont formés et tout. Enfin, ça faisait un peu cohorte, un peu école. Enfin, moi, j'aimerais bien enseigner, tu vois, plus tard, potentiellement intervenir un peu dans des. Donc, tu vois, ça a commencé un peu comme ça. Là, j'interviens dans quelques DU notamment. Mais du coup, ouais, non, c'était vraiment cool à faire. oui, alors je sens que tu as vraiment cette envie de partage. Alors ensuite, tu as fondé, enfin, et confondé, il me semble, Metz for Lebanon et Ouais, Steto. Est-ce que tu ouais, peux nous parler de ces deux entreprises et ouais. ben, enfin, un peu dans la même idée que lorsque tu as présenté, tu sais, DigiCare School, nous dire, enfin, nous parler de la jeunesse de ces histoires, de ces projets et également l'esprit de ces deux boîtes? Carrément. Meds for Lebanon, ça va être assez rapide. Ça, c'est une association. Donc pareil, pas vraiment une entreprise, mais c'est un projet qui me tenait très à cœur. Parce que c'était en 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait une pénurie énorme de médicaments au Liban. Moi, mes parents, du coup, sont libanais, moi je suis d'origine libanaise. Et donc, du coup, avec mon père, qui est assez impliqué, tu vois, sur des sujets un peu politiques et autres, on s'est demandé un peu, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ça. Moi, j'y pensais un peu, tu vois, je me dis, bon, ça me concerne un peu, un peu lié aux médicaments, etc. Et en quelques jours, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un truc tout bête, qui était, voilà, faire un formulaire ou un site web. On allait mettre en relation des gens qui voyagent entre Paris et le Liban, des gens qui font des dons pour financer des médicaments, et des gens au Liban qui envoient des ordonnances avec des médicaments pour du coup les demander. Et donc du coup, on a monté ce système-là où en fait, voilà, on recevait pas mal d'ordonnances. Je trouvais ça pertinent parce qu'en fait, par rapport à d'autres assos qui faisaient des dons de médicaments, notamment pas listés, donc du Doliprane, des couches, du lait, ce qui est déjà très bien, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir se dire, on va pouvoir adresser un patient sur une pathologie donnée qui a un vrai besoin, notamment des médicaments, tu vois, des anticancéreux, des médicaments vraiment importants pour des pathologies chroniques aussi, qui n'étaient plus au Liban, qui n'étaient plus accessibles. Et donc on a reçu pas mal d'ordonnances, on a dû traiter presque 25 000 ordonnances depuis, envoyé pas mal de médicaments. Soit les gens pouvaient payer, donc ils payaient leurs médicaments au prix français. On a de la chance, le prix du médicament français est quand même plus faible. Et la deuxième chance qu'on avait aussi, c'est que les pharmacies acceptent les ordonnances étrangères, donc tu payes ton médicament. Donc on a quand même ces deux leviers-là qui ont fait que la France était un bon moyen pour envoyer quelques médicaments au Liban. Et donc soit ils payaient leurs médicaments, soit nous on avait du coup levé des fonds auprès de particuliers ou d'entreprises qui finançaient du coup les médicaments. Donc soit les gens, les patients payaient une partie ou tout ou partie du médicament, soit nous on complétait du coup avec les fonds qu'on avait reçus, et puis on mettait en relation avec des voyageurs qui pouvaient du coup emmener les médicaments. Moi j'ai ma tante du coup qui était à Beyrouth qui centralisait toutes les arrivées. Donc c'est devenu un truc familial, tu vois, une association familiale. Elle centralisait tous les médicaments chez elle, et puis les gens venaient les chercher, et puis elle récupérait ce qu'il fallait récupérer. Enfin voilà. Donc c'était hyper enrichissant là-dessus. Félicitations. Et tu as toujours voulu garder cette notion associative, d'association. Tu voulais pas Ouais. pousser ça à la notion de business. Tu veux vraiment rester dans l'entraide.
Bah, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on y a réfléchi à un moment, parce que moi je dis, tu vois, bon, entrepreneuriat, etc., ça peut être un sujet, le côté. Et donc j'ai rencontré un groupement Non, un répartiteur, pardon, un répartiteur, un grossiste répartiteur à Rouen. Je me rappelle, je suis allé le voir et tout, un DG de répartiteur, pour voir un peu, parce que lui, il est beaucoup dans tout ce qui va être Afrique subsaharienne, dans les dom-toms, etc., voir comment on pouvait monter un grossiste pour le Liban. Parce qu'en fait, il n'y a pas de. À cette époque-là, en tout cas, il n'y avait pas d'accès aux médicaments sur des médicaments très importants. Donc on a essayé de réfléchir un peu, etc. Je t'avoue que c'est pas allé plus loin. Il y a pas mal de contraintes réglementaires. Finalement, la situation s'est aussi rétablie. Donc du coup, on n'a pas creusé plus. Mais ça a été un moment, ouais, une réflexion de me dire, bah moi ça réunissait toutes mes passions, tu vois, mes origines, le médicament, la logistique, un besoin concret. Enfin, on a des gens qui nous ont remerciés dans tous les sens. On est passé un peu dans les journaux. Enfin, tu vois, on avait vraiment, il y a une vraie mobilisation autour du projet, donc c'était vraiment sympa. Mais du coup, on n'est pas allé plus loin. Et je pense que là, de toute façon, ça s'est un peu amélioré. Bon, là, en ce moment, c'est plutôt le problème, c'est plutôt la guerre qui est de cette semaine. Mais en termes d'accès aux soins, ça a l'air d'être quand même un peu mieux. D'accord, beau projet, beau projet. Alors, j'ai eu un réel coup de cœur aussi pour Stéto. J'ai fait quelques recherches. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette aventure, des avantages, des bénéfices et comment est-ce que tu as réussi à faire grossir cette entreprise, j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Carrément. Bah écoute, Stétos, ça a commencé il y a longtemps en fait, parce qu'on s'est rencontré avec Meriadec il y a 3 4 ans. À la base, il montait un podcast sur l'entrepreneuriat en santé. Donc il m'a interviewé pour ce podcast-là pour DigiCare School. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc peut-être qu'on montera ensemble une boîte, Vincent, dans 5 6 ans. Et donc on s'est toujours dit qu'on voulait faire des projets ensemble, etc. On n'avait pas réussi à trouver grand-chose. Enfin, tu vois, on réfléchissait beaucoup, mais moi j'étais déjà en poste à côté, lui faisait du freelance. Et puis l'année dernière, ça s'est décanté. Donc du coup, on a pris un premier projet ensemble. Donc c'était le Digaction. Donc c'était un hackathon sur sur la santé digestive. Donc on était prestataire de ce hackathon. Et on s'est rendu compte que bah, ça fonctionnait bien ensemble, qu'on avait envie de faire plein de choses. Et de fil en aiguille, en fait, on a eu plein de projets qui sont arrivés. Et donc du coup, bah, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Stéto, en quelques mots, c'est deux choses. C'est une agence de communication en santé. Donc on va produire du contenu et le diffuser auprès des médecins ou des patients, par exemple. Donc ça va être du contenu podcast, des vidéos, des articles. Donc c'est pas mal d'émissions qu'on a pu faire, tu vois, créer des podcasts par exemple pour Sanofi, créer des campagnes un peu de communication pour Marionneau, tu vois, même sur la dermocosmétique. Et on a toute une partie dont moi je m'occupe plutôt, qui est la partie innovation, donc moi qui me parle plus, même si les deux me parlent évidemment, mais c'est vraiment aller bah, justement gérer la partie hackathon, gérer la partie atelier d'innovation. Et donc tu vois par exemple sur des événements qu'on organise comme Innover, donc c'est le plus grand hackathon au monde sur la santé des femmes. Donc c'est vraiment un week-end d'innovation, on réunit 300-400 personnes, des soignants, des patientes, des designers, des ingénieurs, pour développer des projets autour de la santé des femmes. Et moi, c'est des événements comme ça, tu vois, qui m'animent beaucoup. Donc j'ai travaillé dessus pendant 9 mois cette année. On a 70 partenaires. On va mettre en commun plein de gens sur ce week-end-là. Donc c'est mi-novembre. Donc tu vois, ça rejoint plein de choses. C'est un peu le relationnel, le contact, parler avec des gens, trouver des synergies et rassembler, tu vois, plein de gens autour d'un même sujet. Donc voilà, on a ces deux grosses parties-là. Et donc sur la partie innovation, on crée aussi des hackathons ou des journées d'innovation pour des labos pharma. Donc ça, c'est une mission aussi qu'on fait maintenant. Donc on a voilà un petit peu ces deux grosses verticales chez Steto. Et voilà, on a commencé à 2 en janvier, on est 6 maintenant. Voilà. Donc on a 2 vidéastes, deux pharmaciens, 2 vidéastes, 2 pharmaciens, et Meredek et moi, qui sommes tous les 2 pharmaciens. Et Voilà. de ton côté, la jeunesse de ce projet, donc tu me disais que toi tu étais assez drivé par le relationnel, le fait de faire des rencontres et de rassembler des gens, une population, pour leur apporter une plus-value bien entendu. Est-ce que ça a peut-être été aussi pour, tu sais, l'industrie pharma, peut-être apporter à certaines marques une notion de branding, améliorer leur branding, leur image de marque, pardon. Ouais, carrément. En fait, nous, on se positionne vraiment sur, tu vois, comment on va pouvoir communiquer mieux, de manière un peu moins formelle. La communication santé, c'est très froid en général, c'est très formel, c'est très corporate. Et donc, nous, tu vois, on a tous les deux, enfin, bon, 26, 27 ans. On est jeunes, on s'est dit qu'on pouvait vraiment faire bouger un peu les choses. Et c'est aussi un peu un de nos moyens de se démarquer, parce qu'en fait, bah, tu vois, ça a aussi un monde où les gens se connaissent depuis 20, 25, 30 ans, bossent avec un peu les mêmes personnes. Et donc, l'idée, c'est aussi, voilà, redonner un peu un souffle nouveau. Tu vois, typiquement, on a lancé un talk show sur la santé où on fait intervenir du coup des DG de labo, des présidents de fédérations, des médecins pour parler, mais dans un autre contexte, tu vois, avec un peu plus de fun. Et on fait voilà, pas mal de podcasts un peu dans ce sens-là aussi, pas mal de contenu dans ce sens-là. Oui, c'est un peu de casser les codes, trouver un peu de nouveaux formats, être un peu plus engageant.
sur les réseaux sociaux. Et c'est des choses effectivement qu'on propose à l'industrie pharma, qui fonctionnent plutôt bien sur les clients qu'on a, pour améliorer cette image de marque, rajeunir l'image aussi, et communiquer auprès même des patients et des médecins, qui est un de leurs enjeux principaux, d'une meilleure manière. Et pour toi, l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'elle commence à être ouverte à ces notions, tu sais, de partenariat, mais également d'améliorer le branding avec des agences comme Steto? Est-ce qu'elle commence à avoir cette possibilité et cette ouverture d'esprit? Écoute, j'ai pas le recul là en quelques mois pour te le dire. Je pense que oui, parce qu'on a eu quand même, là tu vois, on bosse avec, je pense, presque 40 structures. Donc je pense que oui, parce que c'est quand même beaucoup en si peu de temps. Je pense qu'Innover, sur des formats un peu, voilà, innovation, week-end innovation, qui sont assez rares dans la santé, ça a aussi aidé à nous faire connaître et à faire connaître un peu notre travail justement sur la partie communication. Donc j'ai l'impression en tout cas que oui, ça dépend, après ça dépend évidemment des labos, mais on a eu des super matchs, des super bons feelings avec même des DG de labos. Je pense à Karine Lévesque, qui écoutera peut-être le podcast, de la PDG de Vifor, tu vois, qui nous a énormément aidé, qui est très très engagé, et qui veut justement faire changer, améliorer les choses aussi, tu vois, à sa manière. Donc des exemples que j'ai eus, je dirais oui. Après, on n'a pas l'exhaustivité évidemment de tous les labos, on les connaît pas tous, mais j'espère. Bientôt, bientôt. Et en termes aussi comment dire, de ressources, dès le départ, est-ce que vous aviez les ressources financières pour se lancer dans un projet comme Steto? Et est-ce que vous deviez peut-être aussi créer une équipe? Est-ce que c'était pour toi dès le départ une évidence, cette équipe, ou elle s'est créée au fil du temps? Ouais, non, il y a très peu d'évidence, je pense, quand tu lances un projet. Là, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure sur qui est-ce qu'on recrute en premier, comment on recrute, etc. Et après, pour démarrer, non, t'as pas forcément besoin de ressources. Tu vois, en fait, nous, on a commencé par vendre du temps. Donc, tu fais du conseil, en fait. Donc, tu vends ton temps. On a très peu de charges à la base. Tu vois, quand on n'a pas recruté, t'as pas de charges, t'as pas forcément de bureau. Donc, en fait, tu peux commencer avec quasiment zéro. Tu as juste des revenus pour vivre, toi, de ton côté, mais ça peut être tes premiers clients, si t'as tes premiers clients. Nous, ça arrivait assez vite. Et ça peut être la pharmacie, ça peut être potentiellement le chômage. Tu as le chômage finance beaucoup d'entrepreneurs. Donc tu vois, ou faire du freelance à côté. Enfin voilà. Pour démarrer, en tout cas, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de ressources, contrairement à une startup très tech, qui va demander des levées de fonds, où il va falloir du coup financer avant d'avoir lancé ton produit potentiellement. Et donc c'est des modèles complètement différents au niveau entrepreneurial, où il te faut des fonds pour faire toute ta R&D, arriver avec un produit ensuite, et pouvoir après déployer commercialement. Donc parfois ça prend 10 ans, tu vois. Je crois que Doctolib, par exemple, je sais pas s'ils sont rentables, tu vois. C'est un exemple comme un autre, tu vois, mais ça fait 15-20 ans, et ils ont tellement levé de fonds et financé tellement de choses qu'en fait, ça peut prendre du temps quand tu es une startup d'être rentable. Ce qui n'est pas le cas potentiellement des agences, et de la partie de prestation de services, tu vois, de manière globale. D'accord. Alors actuellement, par rapport à un Doctolib, je ne compare pas, hein, mais Steto est déjà rentable. Steto, oui, est déjà rentable, effectivement. Bon, après, on va pas se comparer à Doctolib, Oui, bien sûr. mais oui, oui, non, non, mais c'est parce que c'est des modèles complètement différents. On cherche pas vraiment la même chose, on n'a pas les mêmes enjeux, on change pas le monde de la même manière. Donc, évidemment, c'est des modèles complètement différents. D'accord. Et parmi ces entreprises que tu as pu fonder, cofonder, est-ce que tu as une boîte, enfin une entreprise où tu as eu une réelle attache et tu dis, cette boîte, je ne voudrais jamais la lâcher et je la lâcherai jamais. Est-ce que tu as eu cette notion un peu d'attache? Ouais, Digicar, j'ai mis un peu de temps, tu vois, à arrêter le projet. Et après, c'était pas une entreprise, hein, mais on peut parler en raison en termes de projet. Je pense que la première vraie entreprise que j'ai créée, c'est Steto. Avant, j'avais le statut d'auto-entreprise, donc tu vois, j'étais immatriculé, mais c'était pas une vraie entreprise, c'était une auto-entreprise. Donc non, Digicar, j'ai eu du mal à m'en défaire, je pense. Après, là, très clairement, Steto, ça vient de commencer, globalement. Et en fait, on a tellement de liberté, on peut faire tellement de choses, on a tellement de projets qui arrivent dans plein de sujets différents, c'est hyper enrichissant. Donc c'est clairement la boîte que je lâcherai pas. Surtout qu'en fait, ça fonctionne bien, on a pas mal de latitude, il y a pas mal d'enjeux qui arrivent. On est vraiment au tout début. Donc je trouve ça hyper enrichissant, et je suis hyper reconnaissant, tu vois, de pouvoir avoir ce genre de projet où ça mêle vraiment toutes mes passions, entre la partie santé, la partie innovation, la partie entrepreneuriale, la partie événementielle, tu vois, que j'avais beaucoup avec Starting Saclay. Donc maintenant, reste un peu à structurer et savoir aussi, tu vois, qui tu es exactement, parce que tu vois, il faut aussi avoir des verticales claires. Bon, là, on en a deux, c'est la communication et l'innovation, mais voir un peu comment on peut potentiellement se spécialiser encore plus.
Et voilà. Et de ton côté, alors grâce à ces expériences nombreuses que tu peux avoir, est-ce que tu as trouvé comment trouver un bon projet? Est-ce que c'est une évidence pour toi maintenant cette notion de trouver un bon projet? Et aussi comment créer une équipe qui fonctionne avec un projet qui est solide? Ouais. Bah, sur la partie projet, je pense que ça se voit assez vite si un projet fonctionne ou pas, parce qu'il faut vraiment partir du besoin. Est-ce qu'il y a des besoins concrets? Donc, tu vois, si tu as une idée en tête, c'est je vais aller parler avec des potentiels utilisateurs, savoir si, un, ils sont prêts à utiliser, deux, potentiellement, est-ce qu'ils sont prêts à payer. Donc, je trouve que c'est assez. Faut avoir toute cette démarche-là qu'on n'a pas forcément. Souvent, tu vois, on a une idée, on se dit on va me la voler, donc je n'en parle pas avant que ce soit prêt. Donc, potentiellement, je mets 15 000 euros dans une application alors qu'en fait, tout le monde s'en fiche. Donc, ça, faut faire un peu attention là-dessus. Donc après non, j'ai pas forcément toujours eu idée de ce que c'était qu'un bon projet. Tu vois, c'était tôt pour moi, ça pouvait être un bon projet, mais on a démarré, on n'avait aucune indication que ça allait nous. Enfin, tu vois, tout ce qu'on a vécu cette année, j'aurais jamais cru qu'on le vivrait. Tu vois. Donc en fait, je peux pas savoir. J'ai pas encore ce truc-là de savoir si ça va être bien ou pas. J'ai un peu cette culture du non-risque, par contre, tu vois, où je sais que bon, je vais pas me lancer dans des projets démesurés qui vont me faire prendre trop de risques. J'essaie toujours, tu vois, de maîtriser la quantité de risques versus ce que ça peut m'apporter. Même si tu vois, évidemment, il faut prendre des risques pour entreprendre, etc. Mais tu vois, par exemple, monter une startup, je sais pas si c'est mon modèle à moi, tu vois, de devoir lever des fonds, d'être endetté avant même d'avoir commencé potentiellement. Enfin, tu vois, c'est des modèles différents. Donc ça, il faut aussi être aligné avec ce que tu veux faire, qui tu es, quelles sont tes valeurs, et voilà, est-ce que le projet a du sens. Et sur la partie équipe, j'aurais du mal à te répondre parce que j'ai pas encore, tu vois, on est encore en plein recrutement, etc. Là, je sais qu'avec, par exemple, avec mon associé, ça fonctionne super bien et je pense qu'on a aussi de la chance là-dessus et c'est beaucoup de communication, énormément de communication parce qu'en fait, tu vois, on communique chacun avec des langages différents de manière générale. Les gens communiquent avec des langages différents et donc faut réussir à comprendre le langage de l'autre et communiquer de manière correcte. Mais donc là, la next step, c'est comprendre aussi comment tu recrutes bien, comment tu fais pas d'erreur de recrutement. Et ça, on est un peu en plein dedans, donc je t'en dirai plus tard. C'est noté, c'est noté. Alors tu fonctionnes beaucoup, j'ai l'impression, à l'empirisme. Tu nous parlais aussi d'une gestion du risque. Est-ce Ouais. que selon toi, faut-il savoir se retirer d'une certaine manière d'un projet au bon moment? Est-ce que tu as une idée en tête derrière en termes de, tu vois, est-ce que tu parles d'un projet Bah, quand tu vois qu'un projet se porte bien, mais que tout doucement on commence à avoir moins de clients, que la hype commence peut-être un peu à s'estomper, est-ce que tu penses qu'il faut savoir peut-être, comment dire, remettre une seconde couche, une troisième couche, ou peut-être accepter et se retirer du projet? Je sais pas si tu as déjà vécu ça, peut-être. Tu nous parlais de ça assez rapidement avec DigiCare avant, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Tu nous Hmm. disais que les gens étaient peut-être un peu moins enclins avec ta cible à entreprendre. Est-ce que tu penses qu'il faut savoir du coup se retirer au bon moment ou pas forcément? Ouais, tu vois, JK, ça aurait pu être arrêté 2 ans plus tôt. En soi, ça aurait choqué personne, hein. Donc, tu vois, il n'y a pas forcément de bon moment. Faut que toi, tu sois, que ton énergie, on va dire, que tu mets dans le projet, te prenne pas trop de temps si derrière t'as aucun retour. Faut pas que ça te déprime de pas avoir potentiellement de clients. Faut que tu arrives à rebondir. Après, tu vois, sur Steto, effectivement, je pense que, tu vois, on en est qu'au début, mais t'as forcément des années. Je sais que tu vois le contexte économique en ce moment, côté conseil et agence de service, prestation de service, il est difficile. Et donc, tu as pas mal de boîtes qui sont un peu. Mais tu vois, ils font déjà 400, peut-être 500 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Donc, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Mais donc, effectivement, tu as des années qui sont moins bien que d'autres. Mais je pense que tu vois, c'est en fonction de ce que tu fais, il y a peut-être des métiers qui sont un peu intemporels et sur lesquels il faut juste savoir se renouveler. Tu vois, pour Stéto, je pense qu'il y a une question peut-être de devoir se renouveler de temps en temps et de toujours s'adapter à ce qui se fait au niveau technologique, au niveau communication, au niveau euh, tendance, on va dire. Et puis après, il y a le côté perso. En fait, est-ce que moi, je suis aligné avec le projet que je fais? Est-ce que je suis heureux tous les jours? Si je suis pas heureux, pourquoi? Est-ce que c'est sortir du projet qui me rendra heureux ou est-ce que c'est pas améliorer mon quotidien dans ce projet? C'est peut-être le fait que je sois à Paris, le fait que mes bureaux me conviennent pas, le fait que mon équilibre vie pro, vie perso est trop déséquilibré depuis trop longtemps, tu vois. Parce qu'évidemment, il y a des moments où en tant qu'entrepreneur, tu as des déséquilibres et c'est normal, il faut l'accepter. Je te disais, on est un peu esclave de nous-mêmes. Et je préfère ça qu'autre chose. Mais donc ouais, je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte entre le projet en lui-même, ta perception des choses, tes envies. Parfois, tes envies aussi évoluent, tu vois. Ça, je l'ai pas encore vécu, mais il y a peut-être des moments où, en fait, t'as envie de faire autre chose. Et c'est le moment aussi de sortir parce que, en fait, t'as d'autres projets qui t'intéressent, t'as d'autres projets de vie.
Je pense que ça dépend d'énormément de facteurs là-dessus. Alors nous allons maintenant découvrir d'autres facettes du parcours de Mario. Mais avant ça, chers auditeurs et auditrices, si vous appréciez ce podcast, n'oubliez surtout pas donc de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Non seulement nous, ça nous aide à mieux comprendre ce qui vous passionne, mais aussi à savoir quels invités vous aimeriez voir à l'avenir sur ce podcast. Ça nous permettra également de continuer à vous offrir des discussions aussi enrichissantes avec des invités tout aussi exceptionnels. Alors un grand merci d'avance pour votre soutien. Alors de ton côté, selon toi, en adoptant un point de vue assez prospectif, sur 10, 20, bon, peut-être pas 30 ans parce que c'est vraiment trop prospectif là, penses-tu que... C'est la retraite, oui. Penses-tu que tu conserveras peut-être cet esprit de création et est-ce que tu envisages peut-être la possibilité aussi d'adopter peut-être un profil plus tourné vers l'investissement? Tu te vois comment sur 10-20 ans? Investissement, je pense pas du tout, honnêtement. Je pense que j'ai vraiment ce besoin, ouais, je disais, de passer un peu d'idées à des projets. Donc là, j'arrive à le faire en interne, par exemple chez Steto, où du coup, t'as pas besoin de créer une boîte à chaque fois. Donc tu arrives à monter des projets, monter des idées, monter des choses. Donc moi, je pense que je suis vraiment passionné de manière générale par les projets. Je dis souvent, j'ai deux piliers dans ma vie, c'est vraiment la partie projet et la partie vraiment hygiène de vie. Donc tu vois, le sport, faire mes randos, faire mon vélo. Donc c'est vraiment les deux trucs moi qui sont un peu mon équilibre. Donc je pense que c'est la verticale vraiment projet là au niveau professionnel qui est importante pour moi. Donc pouvoir continuer à monter des projets, développer Steto, je pense tu vois sur 10-15 ans, c'est pas déconnant et il y a plein de choses à faire et ce serait une super belle aventure. Donc non, je suis plutôt vraiment là je suis vraiment aligné avec ce que je fais. Je pense qu'il y a j'ai plein de facteurs qui vont pouvoir m'aider à être encore plus aligné et à faire durer cette aventure dans le temps. On en parlait un peu juste avant. Donc non, je pense qu'en termes de profil, je suis à ma place, je voulais être entrepreneur, je le suis. Donc là, l'idée, c'est peut-être de faire grossir la boîte, de recruter plus, d'avoir d'autres activités, peut-être l'international. Enfin, tu vois, ça va vraiment être tous ces sujets-là qui vont être importants pour moi. D'accord, donc sur 10-20 ans, tu te vois donc toujours chez Steto, développer la boîte peut-être à l'international et donc expandre ton activité pour la faire connaître au plus grand nombre, c'est ça? Ouais, globalement, je pense que c'est ça. On sait pas, hein, tu vois. Je te dis, sur l'année qui est passée, déjà, j'ai rien prévu, j'avais rien anticipé. Donc non, mais en tout cas, je pense que ça peut être faisable. Et je sais que ce côté tech, innovation, santé sont un peu mes piliers en termes de vie pro. Donc l'idée, c'est de rester un petit peu dans ce domaine-là et puis d'avoir une action concrète sur ce que je peux faire et tu vois, voir les résultats de ce que je fais. Ça, c'est important pour moi d'avoir du sens dans ce que je fais. Dans la santé, on a de la chance et qu'il y a quand même beaucoup de sens dans nos projets, tas concrets de ce que je fais. D'accord. Alors hier, j'ai eu un invité aussi assez intéressant, enfin extrêmement intéressant, qui est Émile Ajar, donc directeur régional chez Abbott. Il me disait, il me partageait le fait qu'il appréciait, mais qu'il ne le faisait pas plus que ça, planifier. Est-ce que toi, tu planifies? Est-ce que tu es un planificateur? Je sais que c'est propre à certaines personnalités. Est-ce que tu planifies tes journées, tes cibles, tes objectifs? Dis-moi tout. Ouais, je saurais pas te donner des conseils ou des exemples concrets, mais effectivement, ouais, je pense que je planifie beaucoup, pro comme perso, tu vois, les temps, les vacances, les parcours, etc. Après, au niveau pro, ouais, effectivement, j'essaie de planifier au maximum. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a plein de sujets en même temps entre les recrutements, manager, l'événementiel, les projets qui arrivent et qui, tu vois, on a du mal un peu à parfois trouver la routine parce qu'on a plein de sujets dans tous les sens et on commence à déléguer certaines choses. Enfin, voilà, c'est un peu brouillon. Mais non, non, effectivement, moi j'ai besoin d'avoir une to-do. Moi, souvent, je cale ma to-do dans mon agenda. Donc, tu vois, je me mets sur ce créneau-là, je vais faire ça. J'ai pas une to-do fixe, tu vois. Je me dis, bon, je bouge les trucs dans mon agenda et après, je les supprime. Comme ça, mon agenda, il est vide et je sais que j'ai fini ma semaine. Donc, non, non, c'est hyper, je trouve que c'est hyper important de planifier. Et ouais, je suis beaucoup dans l'anticipation, dans la planification. Ça t'aide à peut-être avoir une meilleure vision et d'une certaine manière peut-être à moins stresser aussi. Ouais, c'est ça, tu mets un peu par écrit, tu mets, pardon, un peu par écrit ta charge mentale, tes tâches, tes idées aussi, tu vois, parce qu'il faut aussi garder un peu ce côté créatif, ces idées qui peuvent arriver. Et donc, tu vois, j'ai un peu des docs pour chaque chose. Et Notion est un super outil, notamment même dans la vie perso, tu vois, pour planifier un petit peu les films que tu veux voir, ta to-do perso, tes objectifs professionnels. Donc Notion, ils font des choses vraiment, vraiment sympas là-dessus. Et puis sur la partie sales commercial, c'est important aussi, tu vois, tout ce qui va être CRM et suivi de tes clients. C'est très important et ça demande aussi beaucoup de rigueur, de planifier tes prochains échanges, faire rentrer un peu tes notes de réunion. On sort un peu du sujet, peut-être planification, mais tu vois, il y a un peu tout ce côté-là où tu dois aussi structurer plein de choses pour que ta boîte fonctionne bien.
soit optimal. Je recommande également Notion, j'aime beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé des avantages, de tes réussites, mais est-ce que tu as également eu des échecs? Alors, de façon générale dans ta vie, plus côté professionnel que personnel, est-ce que tu partages comment cette perception de l'échec? Comment est-ce que tu as peut-être su te relever après ton plus gros échec? Est-ce que ça t'a permis d'avoir et d'adopter peut-être une autre vision et d'avoir une leçon de façon générale dans ta vie? Ouais, je pense que je vis beaucoup mieux les échecs qu'avant. Maintenant, je me rends vraiment compte que souvent, en fait, c'est pour te donner accès à autre chose auquel tu n'avais pas pensé ou tu n'avais pas prévu. Donc, tu vois, j'ai vraiment là je pourrais parler de quelques échecs professionnels où finalement, je me suis rendu compte que ça a été ça a été une ouverture vers autre chose, tu vois. Je pense qu'il y a eu la PACES, déjà. Tu vois, ne pas avoir médecine, tu peux le vivre un peu comme un échec. Moi, je l'ai pas très mal pris. J'ai un peu mis du temps plus à comprendre qu'est-ce que j'allais pouvoir faire dans la pharmacie, etc. Mais tu vois, au final, j'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde et je recommanderais à n'importe qui de faire pharmacie. Deuxième sujet, peut-être un peu qui a été très structurant pour moi, c'est qu'en deuxième année, donc tu sais, t'as les associations dans lesquelles tu rentres et c'est assez sélectif à Châtenay. Et donc en fait, j'avais été refusé de l'asso que je voulais absolument, qui s'occupait de l'entrepreneuriat notamment, mais qui était aussi un peu la partie junior études de la fac. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, j'étais rentré dans cet assaut-là. J'avais demandé aussi à Starting Saclay de rentrer. C'était un pharmacien pardon, qui était président à l'époque. Il m'avait dit, bah, t'es déjà dans cet assaut-là, t'auras pas le temps. Donc laisse tomber. En gros, il m'avait dit non. Donc moi, j'avais trop mal pris en plus parce que je voulais faire de l'entrepreneuriat et tout. Donc j'étais un peu dégoûté. Et du coup, j'ai pas été pris dans l'autre assaut au bout de 6-7 mois. Et donc je suis retourné voir le président et je lui ai dit, écoute, j'ai plus d'assaut. Est-ce que t'es quand même chaud pour me prendre? Et du coup, il m'a dit oui. Et donc, tu vois, Starting Saclay, donc ce gars-là s'appelle Eric Ross, donc c'est le président à l'époque de Starting Saclay, qui est pharmacien aussi. Et en fait, déjà, donc on avait parlé un peu peut-être de mentor, mais tu vois, ça a été un de mes mentors et il m'a vraiment changé la vie sur le côté pro. Et ça m'a fait rentrer du coup derrière chez Starting Saclay. Et c'est de là que tout a commencé. M'ouvrir à d'autres écoles, m'ouvrir à d'autres personnes. Et tu vois, j'ai gardé plein de copains de plein d'écoles. Grâce aussi à cet assaut-là, je suis resté quasi 5 ans, je pense. Dernier point rapide, c'est peut-être plus sur la partie vie pro, où je te disais, ben, en fait, tu vois, j'ai eu du mal à m'épanouir à 100% dans mes jobs, et où tu peux aussi, tu vois, j'ai fait 3 jobs quand même en 3 ans. Donc tu peux aussi te dire, c'est un peu, tu passes un peu pour un mec qui bouge beaucoup, c'est pas hyper valorisé, positif. Et tu vois, bon, au final, je me dis, bon, bah, j'ai eu 3 ans de recherche, d'incompréhension, de manque parfois d'épanouissement, même si j'ai adoré ces 3 années-là, j'ai appris plein de choses et c'est vraiment pas, ça m'a énormément servi et ça me sert toujours. Mais tu vois, là, je sais que du coup, ça m'a aussi permis de avoir la latitude de créer une boîte. Les choses se sont bien faites, tu vois. Je me dis 3 ans de vie pro, c'est pas non plus déconnant avant de monter un projet, tu vois, et d'être enfin. Parce que je pense qu'on est beaucoup en début de vie pro à pas être totalement épanoui, tu vois. Et c'est un des gros sujets que j'ai au niveau perso avec des copains de savoir comment tu t'épanouis dans ta vie pro, comment tu trouves le bon taf qui a du sens, où tu te sens utile, où t'es pas détruit entre guillemets par tes managers ou par tes collègues. Enfin voilà, je trouve ça pas vraiment évident. Et je trouve que c'est un des sujets qu'on doit tacler assez vite en tant que jeune pro, c'est vraiment trouver un job qui nous plaît. Et c'est pas que l'entrepreneuriat, évidemment, il y a aussi plein d'autres choses, hein. Mais moi, en tout cas, ça a été, je pense, cette année 2024 chez Steto. Et donc tu conseilles au plus grand nombre, en tout cas quand tu es jeune et tu commences ta carrière, de pousser l'introspection pour vraiment avoir un peu une vision et comprendre vers où tu te diriges? Ce que tu disais un peu avec tes amis. Ouais, je pense, en tout cas, faut se poser la question de si on est vraiment heureux aligné avec ce qu'on fait, tu vois, et pas se dire, bah, j'ai pas mieux, ou je peux pas avoir mieux, donc je me cantonne à ça. Après, je pense que l'indicateur principal, c'est t'es heureux ou t'es pas heureux. Après, tu peux ne pas faire le meilleur job du monde, mais que ça te rende heureux et que ça te donne du temps pour faire autre chose à côté, tu vois. Enfin, mais je pense que oui, en tout cas, faut qu'on se pose plus de questions sur les jobs qu'on fait mais de manière générale, même si on se pose des questions, parfois c'est dur d'arriver à ce qu'on veut aussi, tu vois, en tant que jeune, bah, t'as pas les postes que tu veux, t'as pas forcément les entreprises que tu veux. Changer, c'est pas forcément si simple, c'est pas forcément bien vu. Donc on a plein de blocages aussi qui font qu'on est parfois, en tout cas, dans des jobs qui nous plaisent pas à 100%. Et tu vois, comme j'ai eu beaucoup de copains qui sont finalement partis en officine hein, après l'industrie et qui avaient pourtant fait des grandes écoles et des beaux postes et ils sont 1000 fois plus épanouis en officine. Donc, tu vois, c'est faut réussir à avoir ce courage-là aussi. Tu vois, moi, je sais qu'à un moment, je me disais, bah, être à temps plein en officine, qu'est-ce que les gens vont dire, quoi? Enfin, ils vont se dire tout ça pour ça. Tu vois, tu fais une école d'ingénieur, tu fais 6 ans d'études. Après, les pharmaciens d'officine font aussi 6 ans d'études, tu vois, mais je veux dire, tu dis que tu as un parcours industriel, que tu as fait plein de choses à côté, et les gens n'attendent pas forcément ça de toi, tu vois, c'est quand on a fait cette filière-là.
Et c'est un job à part entière, et c'est un job qui a de la valeur, et c'est un job qui peut être intéressant aussi, tu vois. On a beaucoup de préjugés, on a beaucoup de... Donc voilà. D'accord, donc tu as réussi un peu à te détacher de ces a priori, de ces pensées, j'ai envie de dire aussi. Est-ce que ton côté, alors moi j'ai pas l'impression que c'est ça en tout cas, j'ai pas l'impression que l'argent c'est ce qui te drive le plus dans ta vie, en tout cas avec ce que je perçois. Tu perçois comment, c'est quoi ton plus gros driver actuel selon toi? Ce qui te drive, en tout cas, je vais franciser un peu tout ça, ce qui te donne l'envie de te lever chaque matin et de te dire maintenant je me lève pour ça. Ouais, bah, je pense qu'en ce moment, et ça a été souvent le cas, c'est vraiment la construction d'un projet. Tu vois, c'est se dire, tu construis, là, Stéto, c'est brique par brique, au fur et à mesure. C'est hyper, j'ai l'impression de faire un château, tu vois, de Capla, ou de Lego, comme tu veux. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on construit plein de petites briques. Tu vois, là, on a eu l'étape bureau, on a eu l'étape premier salarié, on a eu l'étape premier client. Enfin, tu vois, c'est plein de petites briques, je trouve hyper intéressant. Donc, cette année, je te dirais ça. Les autres années, je saurais pas te dire. Je pense qu'un de mes drivers aussi, je te l'ai dit au début, je pense que c'est ma liberté et mon indépendance du mieux que je peux, mais c'est de me dire, voilà, en fait, j'ai la liberté de pouvoir voyager si j'en ai envie, de pouvoir poser des congés si j'en ai envie, sans pour autant passer ma vie en vacances, hein, mais pouvoir se dire, j'ai cette liberté-là et j'utilise mon temps, en fait, que ce soit pour des vacances ou pas, mais j'utilise mon temps comme j'en ai envie, au maximum de ma semaine. Tu as des moments où tu es obligé de faire des choses, tu es obligé de donner du temps, tu es obligé de bloquer ton temps pour des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, et pouvoir me dire, voilà, je suis pas... tu vois, sur potentiellement des boîtes en présentiel où tu dois faire du 9h10, ça me conviendrait pas, tu vois, de me dire, bah, je suis obligé d'être là, à cet endroit-là, tout le temps. Potentiellement, moi, ça pourrait pas me convenir, tu vois. Donc, me dire que j'ai cette liberté-là, tu vois, le télétravail a beaucoup aidé aussi, hein, mais pouvoir bouger, pouvoir être libre, pouvoir avoir ton hygiène de vie, tu vois, beaucoup de gens qui disent, bah, j'ai pas le temps de faire du sport à cause du travail, tu vois, potentiellement. Donc, tu vois, se dire, je peux organiser un peu mes journées, je peux organiser un peu ma vie. Je pense que c'est aussi, c'est secondaire, ça passe aussi par l'entrepreneuriat, mais ça me permet de bien aimer aussi ce que je fais, je pense, derrière. Alors on arrive tout doucement sur la fin de cet épisode. Alors de ton côté, est-ce que tu aurais aussi peut-être une personne qui t'a influencé, j'aimerais dire un mentor, qui t'a permis de pas lâcher, de continuer et de t'inspirer tout simplement, à l'image d'un mentor? Ouais, bah, il y a plein de gens très connus, tu vois, qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense à Xavier Niel, je pense à d'autres entrepreneurs, tu vois, qu'on connaît un peu et je pense, qui forcent le respect. Je n'appellerai pas ça des mentors parce que je les connais pas personnellement, etc. Tu vois. Mais ouais, il y a plein d'entrepreneurs que j'admire beaucoup, beaucoup de professionnels de santé que j'admire beaucoup aussi dans ce qu'ils ont pu faire et sur la partie vraiment accès aux soins, santé publique, santé un peu humanitaire, ce que j'ai pu faire avec Meds, For les bananes, mais que j'aimerais pouvoir faire plus. Je trouve que c'est hyper inspirant tout ce qu'on peut faire en tant que pro de santé. Et après, en termes de mentor vraiment très précis dans ma vie, j'en citerai deux. Je t'en ai parlé d'un, donc c'est Eric, qui était du coup président de Sartine Saclay, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Tu vois, au bout de 6 mois, j'ai réussi à être président de l'asso, c'est grâce à lui aussi, tu vois, il m'a vraiment poussé à faire des choses, et donc l'asso m'a permis vraiment de m'épanouir. Vraiment, j'étais quelqu'un d'autre avant l'asso, quoi. J'étais timide, je n'avais pas confiance en moi, etc. Et vraiment, l'asso m'a développé au niveau du pro comme au niveau du perso. Donc je lui dois beaucoup là-dessus. Et deuxième mentor, je pense, à l'heure actuelle, c'est Meriadec, donc mon associé, tu vois, qui est une des rares personnes qui m'inspire aussi beaucoup au quotidien, avec qui je suis trop content de travailler, avec qui on s'apporte beaucoup mutuellement sur les sujets pro comme perso d'ailleurs. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir travailler avec lui et construire cette boîte ensemble. Donc voilà, je dirais ces deux personnes-là. Alors de ton côté, si tu pouvais entendre sur ce podcast, donc Parcours Santé Podcast, une personne que tu apprécies, qui t'anime, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast? Je dirais Marilyn Rolfe, qui a fondé Femnov, qui est donc une entreprise qui a pour objectif un peu d'améliorer le parcours et le diagnostic autour de l'endométriose, qui est un gros sujet sur la santé des femmes, et que j'ai rencontré du coup dans le cadre d'Innover, et qui a une énergie débordante, qui fait plein de choses, et qui je pense qu'il y a plein de choses à raconter. Ouais, je te conseillerais Marilyn. C'est noté Mario, je te remercie, on ne manquera pas de la contacter. Alors Mario, merci infiniment donc pour cet épisode, pour cet échange. Tes aventures entrepreneuriales et tes idées novatrices m'ont inspiré et inspireront à coup sûr nos auditeurs et auditrices. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin donc dans le monde de la santé, de l'entrepreneuriat, n'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous. Moi je vous partage donc dans la description de cet épisode les liens qui vous permettront d'accéder au contenu et au profil de Mario, par exemple sur LinkedIn, mais également le lien du site donc de Stéto. Alors MSL depuis de nombreuses années, est directeur régional chez Abbott, et MIL c'est l'alliance parfaite entre études de pharmacie et grande école de commerce. Il va nous parler de ses challenges,
de sa gestion du risque professionnel également, mais aussi de ce qui le drive au quotidien. Alors si vous êtes curieux de savoir comment gravir les échelons dans l'industrie, cet épisode est fait pour vous. Alors rendez-vous sur l'épisode numéro 6 de Parcours Santé Podcast, vous ne serez pas déçus, c'est promis.